Bonjour à tous. La dernière fois, on avait commencé à voir les liens qui existent entre les nombres et la géométrie, ce qui permettait de comprendre un peu mieux pourquoi ils ont tel ou tel fonctionnement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux nombres qu'on appelle les nombres complexes, qui en fait sont les nombres qui sont taillés pour euh, pour fonctionner avec la géométrie à deux dimensions. Donc, on avait déjà introduit le nombre i qui, quand on l'additionnait, voulait dire monter d'un cran vers le haut. Et quand on faisait une multiplication par i, par contre, ça faisait tourner d'un quart de tour. Donc c'est de ça, on va explorer un peu plus les nombres à deux dimensions. Et on va voir que, comme il y a d'autres géométries à deux dimensions possibles que celles qu'on connaît, il va y avoir aussi d'autres sortes de nombres qui vont être taillés pour ces géométries-là. Voilà, donc on va voir, en gros, il y aura trois sortes de nombres, puisque en deux dimensions, on a trois géométries. Donc la géométrie de la feuille de papier qu'on connaît bien. Et donc c'est celle où on a introduit le nombre i. Donc, i, c'est un nombre imaginaire. Bon, parce qu'à l'époque, quand on l'a inventé, on savait pas trop à quoi ça correspondait. Mais bon, maintenant, on sait que c'est lié à la géométrie en deux dimensions. Donc, par exemple, si on a une carte en deux dimensions, pour transformer en nombre, on va vouloir appliquer une grille. Voilà, en gros, voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on applique une grille. Alors ça, on peut la mettre où on veut. On pourrait même, si on voulait, la tourner. Ça, c'est un choix complètement arbitraire. C'est ce qui va nous permettre de repérer un peu la position de tous les objets. Par exemple, si je mets un petit bonhomme, voilà, donc le petit bonhomme, on peut le mettre, il peut être n'importe où. En vrai, moi après je plaque. Le but c'est de transformer de la géométrie en nombre. Donc en fait on pourrait placer une grille comme ça, mais en fait on pourrait faire autrement. Par exemple là bon il y a des petits bonhommes, voilà. Par exemple ça c'est ma réalité physique. Et nous derrière on pourrait choisir par exemple de repérer avec une autre grille. Hein, donc on aurait pareil une origine. Et cette fois-ci, on, on ferait... le but, c'est qu'à chaque position, on puisse associer un nombre. Donc après, voilà, donc on pourrait choisir n'importe quel système de coordonnées, mais le but, c'est quand même d'être malin. Et donc, quand on choisit une grille de ce type-là, ce qui se passe, c'est que on a notre origine. On a vu que c'était important pour transformer, pour avoir cette espèce de dualité entre position et mouvement. C'est-à-dire donc en maths ça s'appelle les translations. Donc par exemple dans ce choix de quadrillage là, je vais pouvoir dire que mon petit bonhomme il est à une certaine position. C'est-à-dire la position où on serait si on faisait 1, 2, 3, 4, 5 pas vers la droite. 5 pas vers la droite. Et il faut monter. Alors, là c'est à plat, mais sur mon dessin il faut monter. 1, 2, 3, il faudra faire 3 pas vers le haut. Donc là on a une géométrie à deux dimensions avec deux façons deux directions possibles pour bouger. Et donc en fixant arbitrairement une grille, on peut pour chaque bonhomme, on peut attribuer une position. Hein. Donc celui-là, il faudrait aller 1, 2,
3, 4 pas vers la gauche, donc moins 4. Et il faudrait monter pareil de 1, 2, 3. Donc grâce à cette grille, on va pouvoir numéroter, si vous voulez, toutes les positions possibles. Et on avait remarqué que pour chaque position correspondait un mouvement. Donc en mathématiques, on appelle ça une translation. Translation. Voilà. Donc il fallait bien comprendre les deux significations. On avait la signification donc position. Donc grâce à notre grille, on pouvait numériser, si vous voulez, la réalité, mais de façon complètement arbitraire. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise une autre grille à un autre endroit, il n'aura pas les mêmes nombres. Et ça pouvait aussi systématiquement être interprété comme un mouvement, c'est-à-dire ici ça va être une translation. Hein? Et pourquoi on peut systématiquement avoir ces deux interprétations-là? C'est grâce à notre origine, puisqu'en fait c'est une position d'origine, et donc implicitement, à chaque fois qu'on parle, pour chaque position qu'on peut imaginer, implicitement ça va définir un trajet qu'on aurait fait depuis l'origine pour arriver à cette nouvelle position. Donc pour chaque position définit le mouvement qu'il aurait fallu faire pour arriver là, depuis notre origine. Bien sûr, notre origine, c'est nous qui l'avons choisi. Chaque position, donc il y a un mouvement correspondant. Mouvement correspondant depuis l'origine. Depuis notre origine, puisque c'est nous qui avons décidé, quoi. Alors souvent on prend, si nous on est nous-mêmes observateurs, on est nous-mêmes, bon, on se prend comme origine soi-même. Et l'avantage d'utiliser un petit quadrillage, c'est que ça correspond directement à des nombres de pas. Alors ça correspond à des nombres de pas, par exemple 1, 2, si on est orienté dans le bon sens. Si effectivement je vais vers la droite, ça correspond à des nombres de pas. Hein. Pour ici, on voit qu'on pourrait lire, grâce à cette petite grille, ça correspond à 4 pas. Mais en fait, la plupart du temps, les positions sont pas alignées avec notre petite grille. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, pour avoir le nombre de pas qu'il faudrait faire en trajet à vol d'oiseau, il faut utiliser ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Donc en fait, on s'aperçoit que de choisir une grille pour repérer, ça permet à la fois d'attribuer des nombres à chaque position, c'est-à-dire qu'on peut commencer à discuter avec d'autres gens en disant, ben voilà, telle position, il y a un arbre, telle position, il y a un petit monstre. Mais comme on a bien choisi notre grille, elle est régulière, on peut quand même en déduire des informations physiques intéressantes avec un peu de calcul. Voilà, donc c'est en choisissant bien la grille, nos nombres deviennent intelligents, quoi. C'est pas juste un bête système de repérage, c'est-à-dire qu'avec des calculs, on peut déduire des informations physiquement utiles, c'est-à-dire la longueur réelle à vol d'oiseau si on avait été directement en diagonale. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore. C'est une façon de calculer les distances. On calcule les distances. Donc à vol d'oiseau, à partir des coordonnées. À partir des coordonnées. Et donc pour avoir justement, vraiment des nombres, c'est-à-dire des nombres en mathématiques, c'est ce qu'on appelle des algèbres, c'est-à-dire qu'on peut faire l'addition et on peut aussi faire des multiplications. Alors là, ce que j'ai montré, la conversion position, et si je vous donne une position d'origine, vous pouvez en déduire un mouvement de translation. Ça, c'est ce qui est géré par l'addition. Mais on peut aussi
décrire des mouvements liés à cette géométrie toujours, où en fait on va tourner. Hein, si je prends par exemple voilà, un avion, je peux, alors il n'y a pas que les déplacements. Alors les déplacements de l'addition, c'est, on a vu ces mouvements-là. Voilà, par exemple je vais là, après je monte. En fait, on tient pas compte de l'orientation de l'avion. Donc ça, c'est ce que fait l'addition. Mais on peut bien sûr faire d'autres mouvements. Et ça, c'est ce que va faire la multiplication. Donc j'avais insisté surtout la dernière fois sur le fait qu'on allait pouvoir, grâce à la multiplication, on allait pouvoir faire tourner nos coordonnées. Mais en fait, on peut aussi grossir. C'est-à-dire que si on fait x2, x3 ou x1,5, voilà. Donc pour la multiplication, on va retrouver cette histoire de double interprétation qui est générale en fait, on va le voir. C'est à partir d'une orientation d'origine, par exemple mon avion est dans ce sens-là et de taille 1, je peux du coup décrire un changement d'orientation. Par exemple là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon avion, ben maintenant mon avion il est de taille 2 et il a tourné. Taille 2 et il a tourné un quart de tour. Voilà. Donc parce que j'ai une orientation d'origine cette fois, implicite, à chaque fois que je vais vous dessiner l'avion avec une certaine taille et une certaine position, je vais pouvoir aussi en déduire un certain mouvement que j'ai fait. En supposant qu'au départ il était vers la droite et de taille 1, et maintenant il est de taille 2 et vers le haut. Donc pour faire ce mouvement-là, ça va être géré par la multiplication. C'est-à-dire que si je prends dans mon exemple, il faut que je fasse un quart de tour, donc quelque part je vais multiplier par i, hein, ce qui va représenter le quart de tour. Pour la multiplication. Donc le nombre i, on l'invente, on sait pas ce que c'est à la limite, mais on suppose qu'il existe. On dit, ben voilà, jusqu'ici je pouvais faire plus 1 ou plus 2 pour aller vers la droite, et maintenant j'ai besoin de pouvoir monter. Donc j'ai inventé un nouveau nom qui va faire plus i, qui veut dire ben, monter de 1, ou monter de 2, de 2i. Donc i représente, pour l'addition, on peut l'interpréter comme soit une position, donc un cran au-dessus, soit le mouvement qui consiste à monter d'un pas vers le haut, là, sur mon dessin. Et il va y avoir aussi une interprétation multiplication qui consiste à faire tourner. C'est-à-dire que i, on a dit, c'est vers le haut. Ben, si mon orientation d'origine c'était vers la droite et que i c'est vers le haut, ça veut dire que j'ai fait un tour, j'ai pivoté d'un quart de tour. Donc fois i, c'est pivoter d'un quart de tour. Et en plus, la taille de l'avion a changé, il a doublé. Donc en fait, 2i, on a multiplié, en multipliant par 2i, ça va faire passer un avion qui est de taille 1 vers la droite à un avion de taille 2 vers le haut. Donc ce nombre-là, il a aussi plein d'interprétations possibles. On peut dire soit c'est la position de i, soit c'est plus 2i, c'est-à-dire je vais de 2 pas vers le haut, soit c'est une orientation de mon avion, ben, il a une taille 2 et il regarde vers le haut, soit c'est un mouvement de rotation, c'est-à-dire que mon avion, c'est des instructions, x2i, c'est des instructions pour dire ben, doubler la taille et tourner d'un quart de tour. Voilà. Donc ça c'est un peu comment on peut introduire le nombre i, et automatiquement on va avoir une formule qu'on peut en déduire qui est que vaut en fait i fois i. Alors, on verra que c'est important de savoir répondre à cette question-là. Et i fois i, donc on peut choisir plein d'interprétations. On peut dire c'est par exemple c'est l'orientation i, c'est-à-dire que on interprète le premier i comme une orientation vers le haut, si vous voulez, orientation vers le haut.
le O. Et le fois I, on va dire, c'est fois I, c'est quart de tour. Faire un quart de tour, quoi. Donc en gros, on part d'une orientation vers le haut, et je vous dis, bah maintenant faites un quart de tour. C'est ça que veut dire la formule. Quart de tour. Et bien forcément, à la fin de notre avion, il va être dans ce sens-là. Hein, et ça, c'est quel nom? Ben c'est ce qu'on appelle -1 en fait. Hein. Donc en gros, la formule elle nous dit I fois I égale -1. C'est-à-dire que quelque chose qui est à la verticale, qu'on tourne d'un quart de tour, et ben, il va se retrouver dans le négatif. Hein. Donc en mathématiques, quand on a un nombre multiplié par lui-même, on dit juste que I au carré égale -1. Donc ça a perturbé les mathématiciens au début de l'invention de ce nombre, parce que quand on fait des multiplications, par exemple si je prends 2 fois 2, ça fait 4, et si je fais donc 2 au carré, si vous voulez, ça fait 4, et si je prends un nombre, si je fais une multiplication avec un nombre négatif, hein, donc on avait vu que -1 c'était un peu comme le quart de tour, mais -1 c'est carrément faire un demi-tour. Donc si on enchaînait 2 demi-tours, on se retrouvait à l'endroit. Donc en fait ça fait aussi 4. Hein. Donc en notation carré, ça fait 4. Donc en fait, qu'on prenne un nombre positif ou un nombre négatif, quand on le met au carré, ça donne toujours un nombre positif. Voilà. Et tout d'un coup, on arrive et on dit, bah voilà, j'invente un nombre i, mais son carré, il n'est pas positif. On se dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que i est ni positif ni négatif. Hein, donc c'est ça qui dérangeait à l'époque, puisqu'à l'époque, tout le monde savait qu'un nombre au carré était toujours positif. Hein, que ce soit au départ négatif ou pas, le résultat était toujours positif. Quand on multiplie un nombre par lui-même, ça fait toujours un résultat positif. Et là, tout d'un coup, on invente ce nombre bizarre qu'on a appelé i, et donc on a appelé nombre imaginaire, justement, parce que on se disait, mais ça n'a pas de sens. Et en fait, i au carré, ben, lui, ça faisait un nombre négatif. Mais une fois qu'on comprend que on vient d'inventer l'opération qui consiste à pivoter d'un quart de tour, ben voilà, hein, si on enchaîne, ça veut dire que si on enchaîne 2 quarts de tour, et ben c'est comme si on faisait un demi-tour, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'interpréter, donc soit on l'interprète comme une position qu'on change, soit on l'interprète de façon purement transformation, c'est-à-dire que c'est fois i. C'est-à-dire qu'on enchaîne 2 transformations, c'est-à-dire qu'on fait pivoter d'un quart, et on enchaîne, puis encore une fois pivoter d'un quart. Donc ça c'est une deuxième. Donc là on a vu l'interprétation orientation d'origine qu'on modifie, c'est-à-dire que c'était vers le haut et on fait un quart de tour. Et maintenant on fait l'interprétation purement transformation. Hein, en fait c'est en maths on définit les opérations comme des transformations qu'on appelle théorie des groupes. Hein, ça c'est le nom mathématique, théorie des groupes. Et en fait, c'est des groupes de transformation quelque part, et ça décrit la logique quand on enchaîne plusieurs transformations. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il y a que des transformations. Donc la vraie façon mathématique de comprendre ces opérations, c'est de dire que en fait, on enchaîne des transformations. Donc par exemple, fois i, ça voudrait dire qu'on enchaîne un quart de tour et encore on enchaîne un quart de tour. Bah c'est pareil que si on faisait un demi-tour. Hein. Donc pivoter d'un quart de tour et pivoter encore une fois d'un quart de tour, bah autant faire un demi-tour directement, c'est la même chose. Hein. C'est pareil que faire un demi-tour, quoi. Faire un demi-tour. Donc peu importe l'interprétation qu'on utilise, on trouve la même chose, qui est que i au carré est égal à -1. Donc ça, c'est le quart de tour.
Et on avait une formule pour le moins 1 qui était moins 1 au carré. Si j'enchaîne 2 demi-tours, je me retrouve à l'endroit. Hein, vous voyez, donc la formule elle est vraiment similaire. Simplement, maintenant, on est en 2 dimensions. Donc, on n'a pas besoin de se retourner complètement. On peut s'arrêter à mi-chemin. C'est-à-dire que si on a, voilà, si on... voilà, donc ça c'est par là c'est le positif. Par là c'est le négatif. Ben maintenant on peut, donc là on se retourne, c'était fois moins 1. Et maintenant ben on peut s'arrêter à mi-chemin. Voilà, si on s'arrête à la verticale, ben c'est comme si on faisait fois i. On voit pas bien. Fois i. Voilà. C'est-à-dire fois i, on se retourne, on reste à la verticale. Et donc si je fais par exemple i fois i fois i fois i, donc en mathématiques on va noter ça i puissance 4, c'est ça, en gros ça veut dire je fais 4 fois, j'enchaîne 4 quarts de tour. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est comme si je faisais rien, je me retrouve à l'endroit. Hein, et donc par exemple quand j'enchaîne 2 quarts de tour, c'est pareil que faire moins 1. Donc là, c'est pareil que si j'enchaînais demi-tour. Effectivement, on se retrouve à l'endroit. Ah, donc c'est super cohérent. Et donc ça, c'est les nombres qu'on appelle nombres imaginaires. Et qui sont adaptés à la géométrie à 2 dimensions, de la géométrie de la feuille de papier. C'est la géométrie qui s'appelle en mathématiques géométrie euclidienne. Géométrie euclidienne. Alors il y en a d'autres, ça va être ça la surprise un peu. Si vous avez été voir ma vidéo sur la théorie d'Einstein sur la relativité, vous savez qu'il y a aussi une géométrie du temps qui ne fonctionne pas pareil. Et donc en fait, pour la géométrie du temps, on va avoir d'autres sortes de noms qui vont bien fonctionner. Hein, donc géométrie euclidienne, c'est la géométrie qu'on connaît, qu'on apprend à l'école, c'est la géométrie aussi qui correspond à notre espace, géométrie de l'espace. Donc ici on est à 2 dimensions, géométrie de l'espace, et donc les nombres, ça s'appelle les nombres complexes. Alors bon, voilà, c'est pas si complexe que ça. Une fois qu'on a compris que c'était la géométrie, en fait, c'est des transformations de géométrie. On avance ou on tourne, voilà, ou on grossit, on diminue. Et donc la géométrie de l'espace, c'est la géométrie du cercle, en fait. Géométrie du cercle. Géométrie. Alors pourquoi géométrie du cercle? Parce que ça utilise un calcul des distances basé sur le théorème de Pythagore. Et quand on cherche tous les points qui sont à une même distance de l'origine, par exemple j'ai mon origine là, si je cherche tous les points qui sont à une distance 1 par exemple, et ben dans la géométrie de l'espace, c'est le cercle. Tous ces points-là ont une distance de 1. Voilà. Donc ça fait un cercle. Alors je peux vous montrer. Donc par exemple là je vous montre une géométrie. Donc j'ai tracé des points en vert, mais je vous dis pas quelle géométrie c'est. Ben, on peut la reconnaître facilement. C'est comme si on avait un gros bouton où on pouvait faire une transformation. Et voilà, dans cette géométrie euclidienne, géométrie de l'espace, quand on tourne, voilà, ça fait un espèce de cercle. Là, je vous mets le cercle. Hein. Donc en fait, tous les points ont l'air de tourner autour de l'origine en cercle. Donc, là, on commence à faire la géométrie parce que tant qu'on bouge pas, c'est juste un tas de points en fait. C'est des points qu'on a repérés, qu'on a dessinés. Mais la géométrie commence quand je vous dis
quelle transformation j'ai le droit de faire. C'est comment j'ai le droit de bouger ces points-là et quelque part sans changer la réalité. C'est-à-dire que en fait, quand je bouge tous mes points, je dis pas ah j'ai changé mes points. Je dis c'est la même chose mais tourné. Voilà. Donc dans la géométrie de l'espace, on a le droit de faire tourner dans ce mouvement circulaire et on considère que ça n'a rien changé. Si on parle toujours de la même chose, c'est juste un point de vue différent sur une même réalité. Hein. Donc par exemple, si je dis voilà, j'avais pris une tortue la dernière fois. Voilà, quand je parle de l'objet tortue, c'est quand je la tourne, je me dis pas tiens c'est une autre tortue différente. Je dis c'est la même tortue, mais elle a tourné tout simplement. Donc en fait la géométrie c'est ça, c'est de définir une liste de transformations qu'on a le droit de faire qui ne sont pas censées changer la réalité. Hein. Donc en fait pour décrire l'espace, je dis bah c'est la géométrie dans laquelle quand je fais tourner en cercle comme ça, mon objet en fait c'est le même. Voilà, c'est la même tortue. Simplement j'ai regardé différent. Voilà, la réalité elle a pas changé. Donc pour mathématiser cette notion de géométrie, on dit ben voilà j'ai un gros bouton qui me permet de faire tourner les choses. Et c'est pas c'est nous qui imposons ça mathématiquement en disant ben voilà, si on veut que ma géométrie corresponde à la réalité, il faut que je puisse tourner. Voilà. Mais c'est pas forcément vrai. Par exemple, si je prends la lettre M, si je la tourne à l'envers, on dit plus c'est la lettre M à l'envers, on dit c'est la lettre W. Vous voyez, c'est pas une obligation. Hein, ou si je prends, je sais pas, la lettre U, et puis après je dis, si je la tourne, on va avoir l'impression que c'est un M. Donc, par exemple, pour l'écriture des lettres de l'alphabet, c'est pas vrai que si on les tourne, ça reste la même chose. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est ça qui perturbe les dyslexiques, je crois, si j'ai bien compris. Par exemple, le P, si je le retourne, géométriquement, on dirait, bah, j'ai juste tourné, mais alphabétiquement, on dit, bah non, c'est une autre lettre. Vous voyez, donc, c'est pas obligé qu'on ait cette propriété de si on tourne quelque chose, ça reste le même objet. Hein. C'est nous qui imposons ça mathématiquement pour que notre géométrie décrive bien la réalité qu'on connaît. Effectivement, nous, si je pose un objet sur une table et je tourne autour de la table, je vais pas me dire tiens l'objet il change tout le temps. Je me dis bah tiens c'est le même objet, simplement je le regarde depuis un autre point de vue. Et donc pour définir un tas de points dans une géométrie, ça suffit pas pour pouvoir dire que c'est une géométrie. Pour dire que c'est une géométrie, il faut dire que il faut définir une notion de distance, quoi. Alors, en quoi une notion de distance nous permet de définir une géométrie? Bah, parce que la fameuse liste de toutes les transformations qu'on a le droit de faire, c'est toutes les transformations qui ne changent pas les distances. Voilà, donc là j'ai des points. J'ai indiqué une notion de distance, donc c'est Pythagore. Donc en gros la distance c'est à partir des coordonnées, c'est x carré plus y carré. Hein. Et si on cherche tous les points qui sont à la même distance, on retrouve l'équation d'un cercle. Hein. Donc ça c'est si on cherchait tous les points qui sont à une distance 1, on tombe bien sur l'équation d'un cercle. Équation d'un cercle. D'où cette impression de quand on tourne, ça fait, on a l'impression voilà que c'est un cercle. Voilà, et on peut aussi faire ce qu'on appelle, j'appelais les mouvements crabes, c'est-à-dire les translations, c'est-à-dire qu'on peut tout bouger de gauche à droite, en haut, en bas. Là, ça va pas changer les distances non plus. Voilà. Alors,
on peut, une fois qu'on a compris que les nombres étaient liés à des mouvements, on peut s'apercevoir qu'on aurait pu attribuer d'autres sortes de nombres. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une grille pour repérer toutes les positions possibles, hein, donc j'avais mis un petit monstre, voilà. En fait, on peut utiliser d'autres moyens pour repérer. Si le but des coordonnées, c'est de repérer un peu toutes les positions possibles et de transformer ça en nombre, ben on s'aperçoit qu'on peut avoir d'autres systèmes. Hein. Donc, par exemple, je vais le mettre. Là, c'est moi qui choisis l'origine et on va le mettre, voilà, on va le mettre comme ça. Et donc, là, j'ai bien un système qui me permet de transformer en nombre toutes les positions. Hein. Donc là, cette position-là, ça serait... donc là, comment ça marche ce petit quadrillage? Eh ben, le premier nombre, ça serait la distance, le nombre de cercles qu'il faut franchir. Donc par exemple, 1, alors là, il n'est pas très bien régulier, mais on va faire comme si. Donc ça serait 1, 2, 3. Donc le premier nombre, ça serait 3. Et il faut aussi indiquer dans quel sens on est parti. Hein. Imaginez que ce soit un petit tank ou un canon. Là, le tank, il a besoin de savoir ou le canon, il a besoin de savoir de quel angle il tourne et il a besoin de savoir à quelle distance il doit envoyer son boulet de canon. Donc par exemple, ce quadrillage-là serait parfait pour un canon ou un radar donc voilà. Donc on aurait besoin de dire alors j'ai perdu voilà. 3, donc j'ai besoin d'un nombre, donc la distance, donc ça serait la distance à vol d'oiseau, distance vol d'oiseau, et l'angle, ici c'est 30 degrés. Donc là on retrouve qu'il suffit de 2 nombres pour repérer n'importe quel endroit de l'espace, puisqu'on est en 2 dimensions. Hein, donc 2 dimensions, ça veut dire qu'il faut au moins 2 informations pour réussir à repérer. Donc ce petit bonhomme-là, il va être 1, 2, 3, donc pareil, il faut parcourir une distance 3, et par contre, il faut avoir tourné de 150 degrés. Donc là, on voit bien que j'arrive, grâce à ma petite grille, alors c'est pas la grille, c'est pas le quadrillage auquel on a l'habitude, mais ça marche, j'arrive à attribuer des nombres à n'importe quelle position de l'espace. Et en fait, pourquoi je vous montre cette grille-là? Parce que en fait, le quadrillage, c'était pratique pour l'addition. On pouvait faire des additions facilement, mais pour la multiplication, c'est un peu plus compliqué de deviner le résultat d'une multiplication. Donc on verra qu'il y a une astuce. Je peux vous donner directement la formule pour faire des multiplications, mais en fait il y a une astuce, donc je vais pas vous la donner, ça sert à rien. Mais on voit que cette façon de noter les nombres, par contre, va être plus simple pour la multiplication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 2 informations que je vous donne, c'est de combien on a grossi. Hein, par exemple, si au départ on était de taille 1, là, la position, c'est tout d'un coup on a grossi, on est de taille 3. Et en même temps, je vous dis de combien on a tourné. Donc c'est exactement les informations qui sont pratiques pour faire des multiplications. Hein. Donc cette façon de repérer l'espace à 2 dimensions est beaucoup plus pratique que le quadrillage pour faire des multiplications. Hein. Donc les coordonnées quadrillage, donc ça s'appelle en mathématiques cartésien, coordonnées cartésiennes. Donc ça c'est pratique pour l'addition.
pratique pour l'addition. Et l'espèce de grille, ça, cette grille-là, c'est des coordonnées polaires, ça s'appelle. Coordonnées. Coordonnées polaires. Et ça, c'est pratique pour la multiplication. Voilà. Et donc le quadrillage, c'était voilà, coordonnées quadrillage. Donc en fait, on va avoir les deux notations, elles existent en deux dimensions. On a par exemple, pour dire le nombre i, donc c'est le nombre, c'était 0 pas à droite, et on va directement en haut. Hein, donc c'était la position, voilà, le nombre i, il est là, quoi. C'est un cran vers le haut. Donc, si c'est une addition, c'est pareil que monter sur le haut. Et on peut aussi utiliser les coordonnées polaires, c'est-à-dire qu'on va donner les informations non pas en tant que mouvement vers la droite et mouvement vers le haut, on va donner les informations en disant, on aimerait bien dire, la taille elle n'a pas bougé, c'est toujours 1, taille 1 elle n'a pas bougé, et par contre on a tourné d'un quart de tour. Donc ça c'est les informations pratiques pour la multiplication. Et un quart de tour, c'est 90 degrés, mais en mathématiques, on utilise pi, en fait, donc c'est pi sur 2, 90 degrés. Voilà, donc ça, c'est 90 en degrés, quoi. Voilà, pi c'est un demi-tour, 2 pi c'est le tour complet, donc pi c'est un demi-tour, et un quart de tour c'est du coup pi sur 2, la moitié de pi. Bon, je peux vous dessiner vite fait. Voilà, donc ça c'est 0. Là, on a tourné de pi sur 2. Si on va jusqu'ici, c'est pi. Là, du coup, ça va être pi, 3 pi, et plus encore une moitié, là, ça fait 3 pi sur 2. Et si on fait tout le tour complet, on se retrouve à 4 pi sur 2, c'est-à-dire 2 pi. Et en fait, c'est pareil que si on n'avait rien fait, quoi. 0 ou 2 pi, c'est pareil, quoi. Et donc la notation qui va correspondre à ça, c'est un petit e qui veut dire exponentielle, i et pi sur 2. Hein, donc en fait cette notation là, c'est en fait on met la taille fois exponentielle i et on met l'angle. Alors pas l'angle en degrés, mais l'angle avec pi, c'est-à-dire en radian, quoi. Angle. Voilà, ça c'est la taille. De combien on va grossir, si vous voulez. E qui veut dire exponentielle, et i fois un angle. Alors c'est pas qu'une notation, on verra peut-être dans une autre vidéo que c'est vraiment ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Et que l'exponentielle d'un nombre qui contient i, ça fait tourner en fait. Donc là, le même nombre i, il peut s'écrire de deux façons différentes selon quelle grille on veut utiliser, quoi. I, pi sur 2. Et donc, si vous avez bien compris, on peut écrire aussi EIpi. Qu'est-ce que ça veut dire EIpi? Eh ben, est-ce qu'on a grossi? Non, c'est comme s'il y avait, il y a rien, c'est comme s'il y avait une fois EIpi. Donc déjà la taille d'arrivée c'est 1. Par contre l'angle c'est pi. Alors pi on a dit que c'était faire carrément un demi-tour. Hein, donc on va se retrouver par là, sans avoir changé de taille. Donc en fait c'est moins 1. Donc EIpi, ça va faire moins 1.
Donc ça, c'est une formule qui est assez marrante parce que ça mélange tout un tas de notions de mathématiques. Il y a les nombres négatifs, il y a le nombre un peu mystérieux pi, il y a i, le nombre imaginaire, et il y a l'exponentielle. Donc ça, cette formule-là, ça relie les deux façons de noter les coordonnées. Une qui est intéressante pour faire des multiplications facilement, puisqu'en fait, on indique directement de combien on tourne. Donc si vous enchaînez deux rotations et que vous avez juste additionné l'angle pour avoir l'angle total. Si je vous dis on tourne de 30 degrés et après on tourne de 60 degrés, bah pour savoir de combien on a tourné, on fait juste 60 plus 30, ça fait 90. Hein. Par exemple, si je fais par exemple une transformation i pi sur 2 et que j'enchaîne i pi sur 2, en fait c'est pareil que si je faisais donc là j'ai i pi sur 2, c'est-à-dire qu'on enchaîne pi sur 2 c'est les quarts de tour, donc si on enchaîne deux quarts de tour, on sait qu'on doit trouver i pi, c'est-à-dire moins 1. Et en fait, on s'aperçoit qu'il suffit juste d'ajouter les angles. Hein, c'est-à-dire que si je fais pi sur 2 et que j'enchaîne encore un angle de pi sur 2, effectivement, on va trouver pi. Donc là, dans notre formule, on a juste additionné les 2 pi sur 2 et hop, on a trouvé pi. Donc c'est vraiment les coordonnées polaires. C'est une notation qui est pratique pour faire les multiplications à toute vitesse, quoi. Il suffit juste d'additionner les angles. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ah oui, donc je voulais vous montrer aussi un exemple pour montrer que on peut, même sans comprendre ce qu'est le nombre i, si on a bien compris qu'il avait une signification géométrique, on peut déjà faire des petits calculs intéressants. C'est-à-dire que je voudrais, par exemple, on va reprendre une grille. Je vais prendre une petite grille. Donc je voudrais, par exemple, donc l'origine. Donc là, on a choisi, alors on va faire un peu plus gros. Voilà. On a choisi, voilà, l'origine comme ça. Et en fait, je voudrais, alors attendez, on va faire encore plus gros. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. Donc en fait, je voudrais faire une multiplication. Alors, je voudrais juste trouver par quel nombre il faudrait faire la multiplication pour tourner voilà, un huitième de tour. Huitième de tour. Voilà. Donc nous, ce qu'on sait faire, c'est que j'ai dit, voilà, si mon origine était là, alors, si mon origine était là, je sais que si je fais fois i, ça fait un quart de tour. Hein. Fois i, c'est un quart de tour. Et maintenant, j'aimerais donc faire à mi-chemin, m'arrêter à mi-chemin. Au lieu d'être complètement à la verticale, je voudrais m'arrêter à mi-chemin, donc c'est-à-dire ne faire que un huitième de tour. Donc il nous faudrait, en gros, si je repars d'ici, il nous faudrait, donc soit à peu près rond, il nous faudrait ce nombre-là. Et il faudrait que la taille soit la même là, 1 et 1. Donc là, j'ai pas bien fait. Voilà. Par quel nombre je dois multiplier? Là, je cherche par quel nombre, on va l'appeler Z. On cherche par quel nombre Z, donc Z c'est ce nombre-là, qui est là, par quel nombre je dois multiplier pour trouver, pour que ça fasse bien une simple opération qui consiste à tourner d'un huitième de tour. C'est-à-dire que mon nombre Z, si j'enchaîne
2 fois la multiplication par z, ben, si je fais, puisque c'est la moitié du quart de tour, si j'en enchaîne 2, je dois retrouver mon quart de tour. Donc ça doit faire fois i. Hein, donc en gros, je cherche un nombre z où quand je le multiplie par lui-même, on retrouve i. Voilà un peu ce qu'on cherche. C'est-à-dire que ben, z, ça représente le huitième de tour. Et du coup, ben, si je l'applique 2 fois, si je tourne comme c'est défini comme un mi-chemin, si je le fais 2 fois, je dois retrouver mon quart de tour normal, habitué, qui correspond à multiplier par i. Alors, comment on peut faire ça de façon purement géométrique, hein? Je vous ai même pas donné la formule qui permet de multiplier des nombres imaginaires. Donc ce qu'on va faire, c'est en fait, en gros, donc par exemple, on va faire, donc là c'est 1, là c'est i, donc vers le haut, et en fait, on va déjà regarder ce point là. Donc ce point A, ses coordonnées, c'est je vais un cran vers la droite et je monte d'un cran. Hein, donc ce point là, c'est en notation, on va faire, c'est 1, donc je vais un cran vers la droite, plus je monte une seule fois. Donc ce nombre là, en vert, c'est 1 plus i. Donc déjà, on sait que ça va tourner de la bonne façon, hein, puisque en fait, voilà, ça fait tourner, de 1 huitième de tour. Donc ce nombre-là, si je multiplie, effectivement, si je prends ce nombre-là pour z, apparemment ça fait tourner du bon angle. Alors il y a juste un tout petit problème, c'est qu'il faut, je vous ai dit, que la longueur soit la même. Hein, et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais la longueur du carré, de la diagonale du carré, ça fait pas 1, ça fait, c'est plus grand. Hein, la diagonale, si vous avez un carré de taille 1, 1 partout, la longueur de la diagonale, c'est racine de 2. Racine de 2, c'est-à-dire à peu près 1,414. Donc voilà, donc ça fait pas 1, en gros, c'est ça le truc. Donc en fait, si je multiplie par ce nombre-là 1 plus i, il fait bien tourner de ce que je veux, mais il va faire grossir. C'est-à-dire qu'au lieu de faire x1, il va faire x 1,4 quelque chose, quoi. Donc c'est pas mon nombre z que je cherche, c'est un nombre qui fait tourner correctement, mais qui en plus va faire grossir. Donc moi je veux pas, moi je veux que la taille reste 1. Donc comme donc si je multiplie par ce nombre 1 plus i, je vais avoir une taille trop grande qui va être multipliée par racine de 2. Donc il faut que je compense. Donc c'est simple. Au lieu de prendre 1 plus i pour z, je vais prendre 1 plus i et je vais diviser. Voilà. Puisque ça me fait une taille trop grande, et je vais diviser par la taille pour que la taille ne change pas au final. Hein, c'est-à-dire que multiplier par 1 plus i, ça va faire grossir de racine de 2. Donc moi derrière, hop, j'élimine le problème en redivisant tout de suite par racine de 2. Et donc si on a raison, ce nombre-là, quand je le mets au carré, on doit retrouver i. Puisque ça, c'est censé faire un huitième de tour. De tour. Donc si je le multiplie par lui-même, c'est-à-dire que j'enchaîne le huitième de tour 2 fois 6, 2 fois 6, ça me fait bien un quart de tour. Alors pour vérifier, on va utiliser la fameuse loi de distributivité, hein, qui est de, par exemple, si vous avez un paquet de gâteaux, si vous avez dans un sac, vous avez 2 bonbons et 3 bonbons, vous en avez 5. Si vous voulez doubler ce qu'il y a dans votre sac, donc soit vous dites j'ai 2
dans mon sac, j'ai mis 2 bonbons et 3 bonbons, donc en tout j'en ai 5. Donc si je veux doubler, il faut le double de 5. Voilà. Et il y a aussi l'autre raisonnement qui est aussi valable, qui est de dire, ben, dans mon sac j'en ai mis 2 et puis j'en ai mis 3. Alors si je veux doubler, ben, c'est comme si je les doublais un par un. C'est au lieu d'en mettre 2, j'en mets 4. Et au lieu d'en mettre 3, j'en mets 6. Et là on se dit, bah forcément on a doublé tout ce qu'on a mis dans le sac. C'est pareil que de doubler le contenu du sac directement. Hein, donc si dans le sac on en a mis 2, on en a mis 3, si je double tout ce que j'ai mis dans mon sac, on devrait trouver pareil. Effectivement, ça marche. Donc c'est deux façons de calculer. On aimerait bien que ce soit toujours vrai, peu importe les nombres qu'on utilise. Hein, bah, du coup, on va se servir de ça, et ça va marcher, vous allez voir. Donc allons-y. Donc mon nombre z, on a dit 1 plus i, donc divisé par racine de 2. Donc bah, si je fais z au carré, ça va faire donc 1 plus i fois 1 plus i, donc racine de 2, racine de 2. Donc ça va faire... Alors, les racines de 2 en bas, ils vont se multiplier, ça va faire 2. Donc il va rester 1 plus i fois 1 plus i sur 2. Voilà. Et donc je vais utiliser la distributivité. Donc ça va faire... donc ça va faire une fois 1 plus i et i fois 1 plus i. Donc i fois 1, ça va faire i, plus i fois i. I fois i. Voilà. Et donc toujours mon divisé par 2. Et donc ça va faire... Et donc c'est là qu'on a besoin de savoir i fois i combien c'est. Mais ça on le sait puisque c'est comme ça qu'on a inventé le nombre en disant bah c'est le quart de tour. Donc si on le fait 2 fois, voilà, si j'applique 2 fois ça fait un demi-tour. Donc ça on sait que c'est i carré, c'est-à-dire que c'est moins 1. Donc quand je fais le bilan, je me retrouve avec donc 1, j'ai mon moins 20, donc ça va disparaître, très bien, et j'ai i, et j'en ai 2 des i, donc plus 2i, donc divisé par 2. Donc 1 moins 20, bon ça fait 0, et il reste 2i, mais que je divise par 2, donc à la fin, il reste bien i. Donc, ça marche. J'ai bien trouvé ce qui correspond à un huitième de tour. Donc, voilà, on a trouvé géométriquement que ce nombre-là, multiplié par lui-même, fait i. Et tout ce qu'on a eu besoin de savoir, c'est la distributivité et cette petite formule. Et en fait, ces deux notions-là, distributivité, puis de savoir que le carré de i c'est moins 1, on va pouvoir faire n'importe quel calcul. Donc c'est ça que maintenant je vais vous montrer. C'est que je vais partir de... Donc on est bien d'accord, je vous ai jamais expliqué, par exemple si j'ai 1 plus 2i, là donc ça c'est un nombre imaginaire, hein, et 2 plus 3i, je vous ai jamais donné, je vous ai jamais expliqué comment faire la multiplication. C'est-à-dire combien ça ferait ça. Hein, c'est-à-dire que je vous ai expliqué tout le fonctionnement de façon purement géométrique, mais je vous ai jamais dit concrètement comment on pouvait faire le calcul. Alors l'addition, si c'était une addition, ça serait facile. Hein, on dirait si je voulais l'addition de ces nombres-là, là, on comprend qu'on peut le faire, puisqu'en fait, c'est des mouvements. Là, c'est le mouvement j'avance de 1
et je monte de 2. Et je rajoute encore, j'avance de 2 vers la droite, et je monte de 3. Enfin, là, on peut trouver la réponse. Il suffit de cumuler tous les mouvements. Les mouvements vers la droite, ben, on a fait 1 et 2, donc ça va faire 3. Et les mouvements vers le haut, ben, si on fait le total, on est monté 2 fois vers le haut et 3 fois. Donc en fait, l'addition, on y arrive, il n'y a pas de problème. Il suffit de combiner tous les mouvements. Mais la multiplication, je vous ai pas donné la formule. Comment faire? Donc j'en ai une, hein, je pourrais vous la donner. Mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que en utilisant la distributivité et le fait que i au carré, on l'a défini qui faisait moins 1, ce qui correspond au quart de tour, en fait, on va pouvoir calculer n'importe quelle multiplication aussi. C'est-à-dire pas que l'addition. Hein? Et en fait, une fois qu'on a écrit voilà, que i carré égale moins 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bah, si la distributivité est correcte, en fait, on n'a plus le choix. Il suffit de dire juste cette seule information. Cette seule information suffit à inventer complètement les nombres imaginaires. C'est qu'on n'a plus le choix après. Derrière, on peut faire n'importe quel calcul d'addition et de multiplication. Cette seule information contraint en fait tous les calculs. Cette seule information contraint tous les calculs. C'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est terminé. Le système de nombres est complètement... vous pouvez mener à bien n'importe quel calcul. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Cette seule information contraint les calculs. Quoi. Alors bon, je vais vous montrer un exemple concrètement. Donc là, j'avais pris 1 plus 2i fois 2 plus 3i. Donc 1 plus 2i fois... donc j'ai pris 2 plus 3i. Voilà, 2 plus 3i. Hein, donc quand on va faire des multiplications, soit on aura des simples nombres, soit on aura un simple nombre fois des nombres en i, donc ça donnera des nombres en i, et soit on aura des nombres i fois des nombres i, et c'est là qu'on utilisera notre petite astuce. Ah, ben à chaque fois qu'on a i multiplié par un i, ça fait moins 1. Donc allons-y. Alors, si je développe avec mes petites flèches, donc 1 fois 2, plus 1 fois 3i, bon bah 3i, plus alors, 2i fois 2, bon c'est pareil que 2 fois 2i, donc si j'en ai 2i et que je double, ça m'en fait 4, 4i, et le point difficile, on va dire, c'est 2i fois 3i, hein, plus 2i fois 3i. Et là, si on nous dit pas i fois i combien ça fait, on serait coincé. Hein. Donc c'est là qu'on va utiliser, oui, mais rappelons-nous, i carré, ça fait moins 1. Donc 2i fois 3i, c'est le point où on est bloqué en fait. C'est donc 2 fois 3, 6, et i fois i. Quoi. Donc 2 fois... Je change l'ordre de la multiplication. Là c'est 2 fois i fois 3 fois i. Je dis, ben en fait c'est 2 fois 3 fois i. Donc c'est 6 fois i au carré. Et donc ça c'est i au carré, c'est simplement moins 1. Donc ça va faire moins 6. Et donc ben, je peux du coup calculer. Donc j'ai des nombres normaux, donc ça, 1 fois 2, ça fait 2. Donc les nombres normaux qu'on a l'habitude, il y a 2 et moins 6. Donc je vais les rassembler. 2 plus moins 6. Et j'ai les nombres en i. Que là j'ai du i et là j'ai du i. Donc au total j'en ai combien? Là j'en ai 3, là j'en ai 4 des i. Et ben du coup j'en ai 4, 7. Voilà. Et donc, bah là, on voit que j'arrive au bout. C'est-à-dire que 2 moins 6,
Donc on recule de 6, mais on avance de 2, donc c'est comme si on avait juste reculé de 4. Moins 4 plus 7i. Et là, je me retrouve bien avec un nombre à 2 dimensions. C'est-à-dire que ça correspond à une position de l'espace. Ça correspond à la position 4 pas vers la gauche et 7 pas vers le haut. Donc j'ai bien trouvé ma réponse. Hein, donc la réponse à cette multiplication-là, c'est bien un nombre à 2 dimensions. Voilà. Donc en fait, dans tous les calculs, les seuls points où on pourrait bloquer, c'est quand on tombe sur du i fois i ou fois i avec des nombres, par exemple 2 fois... Voilà. Tous ces trucs-là, si on ne nous dit pas combien fait i fois i, on est coincé. Mais une fois qu'on nous dit i fois i, ça fait moins 20, ah bah après on peut tout terminer. Puisque là, on fait i fois i, ça va être moins 20. Hein, donc ce calcul-là, ça va faire fois i. Et après, bah, ça y est, on n'a plus de problème. La réponse, c'est moins 2 fois i, donc moins 2i. Hein, donc même si on a du i, enfin bon, à chaque fois, on va pouvoir réunir en disant, bah, ça c'est moins 20, ça c'est moins 20, et puis moins 20 fois moins 20, bah, ça fait 1, et puis c'est fini. Donc en fait, on ne sera jamais bloqué dans aucun calcul grâce à cette seule petite information. Et comme je viens d'expliquer, cette information, ça correspond parfaitement à la géométrie de l'espace, quoi. Géométrie espace. Donc là, on est à 2 dimensions, quoi. Donc c'est la géométrie du cercle ou de la feuille de papier, ou en maths, on dit géométrie euclidienne. Euclidienne. Et donc, euclidienne, et c'est celle qui utilise la distance de Pythagore. Donc en gros, tous les points de la même distance, ça fait un cercle. Et en fait, on va pouvoir... Il y en a qui se sont dit, mais oui, mais est-ce qu'on pourrait pas inventer d'autres nombres? Alors bah oui, on peut. Au lieu de dire le carré fait moins 20, on peut inventer, par exemple, j, et son carré, ça serait plus 1. Voilà, c'est-à-dire que dans tous les calculs, à chaque fois qu'on aura j fois i, on dira bah ça fait 1. Donc c'est encore plus simple que le nombre i, si vous voulez. On invente ce nombre mystérieux j, et dans tous les calculs, à chaque fois qu'on tombera sur j fois i, bah vous remplacez par 1, et donc vous serez jamais bloqué non plus. Donc par cette seule précision, on a inventé un nouveau système de nombres, et en fait, c'est des nombres qui correspondent à la géométrie du temps, de la théorie d'Einstein. Donc en plus, ils correspondent, eux aussi, ces nombres-là. Non seulement on peut les définir mathématiquement, mais ils correspondent bien à une géométrie aussi. Alors, pas celle qu'on a l'habitude, pas celle de l'espace, mais la géométrie du temps. Alors, je crois qu'on appelle géométrie lorentzienne, je crois, je suis pas sûr, géométrie de Lorentz. Et donc c'est une distance, alors c'est pas Pythagore, ça marche plus, c'est une autre façon. Puisqu'on veut définir une autre géométrie, il faut, je vous ai expliqué, pour définir une géométrie, il faut pouvoir connaître toutes les transformations qu'on a le droit de faire, qui sont censées ne pas changer la réalité. Et donc, pour définir toutes les transformations possibles, on vous explique comment calculer une distance, et après on dit, bah, les transformations qu'on a le droit d'utiliser, c'est celles qui vont pas changer les distances. Du coup, ben, selon votre définition de distance, ça va définir d'autres transformations et donc d'autres géométries. Donc la distance, c'est... du coup, c'est plus une distance pour la géométrie du temps, c'est une durée, en fait. Une durée... alors, le terme, c'est durée propre, pour pas confondre avec la coordonnée temps. La durée propre, c'est... donc on appelle ça taux, je sais plus. Voilà, taux, racine de... Et on prend la coordonnée temps moins la coordonnée d'espace au carré. Hein, donc Pythagore, c'était
La distance, c'était la coordonnée, c'était un plus. C'est quasiment la même formule, mais avec un plus, quoi. Donc là, c'était deux coordonnées l'espace. Et là, en géométrie du temps, il y a une coordonnée du temps, qui est en haut, en général, et une coordonnée de l'espace. Ça mélange, la géométrie du temps, elle mélange voilà, deux coordonnées de types différents, et on repère non plus des points, mais des éléments. Et donc, ce qu'on mesure, c'est le temps vécu par un petit bonhomme qui irait, qui se déplacerait de cette façon-là dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre avec cette coordonnée. La coordonnée temps, en fait, c'est notre système de repérage. C'est juste pour pouvoir décrire, tiens, on parle de cet événement-là. Mais ça correspond à rien du tout. Hein. C'est nous qui avons choisi, c'est arbitraire. Par contre, ce qui est physique, c'est la durée vécue. Et c'est ça que cette formule-là mesure, c'est la durée propre. Et donc, si on cherche visuellement comment reconnaître cette géométrie, hein, parce que sinon c'est un tas de points, cette fois-ci on aurait une géométrie. C'est-à-dire que si on cherche tous les points qui sont à 1 seconde, par exemple, on aurait une hyperbole. Comme ça. Voilà. Et la vitesse de la lumière, la lumière, elle se déplacerait comme ça, on va dire. Bon là je dessine pas très bien, mais en fait ça fait une hyperbole, quoi. Hyperbole. Donc l'hyperbole c'est l'équivalent du cercle. Là ça fait un cercle. C'est-à-dire que si mon bouton qui me fait tourner dans l'espace-temps, ça me fait bouger tous les points le long d'une hyperbole, quoi, en fait. Alors que dans la géométrie de l'espace, tout bouge comme un cercle. Hein, la géométrie de l'espace, vous vous souvenez, tout bougeait comme un cercle. Hein. Donc la géométrie, alors là je l'ai pas fait, mais la géométrie du temps, les points ils bougeraient le long d'une hyperbole. Donc on n'a pas l'habitude, c'est un peu bizarroïde, mais ça a du sens puisque ça décrit l'espace-temps dans la théorie d'Einstein. Donc là on a déjà deux géométries, deux sortes de nombres. Donc nombre, je crois que c'est ces nombres-là, on pourrait les appeler nombre hyperbolique, je crois. Nombre hyperbolique. Puisqu'ils sont adaptés à la géométrie de l'hyperbole, la géométrie du temps, quoi, hyperbolique. Donc ils sont, c'est à deux dimensions aussi, mais c'est une dimension, c'est pas deux dimensions d'espace, c'est une dimension d'espace plus une dimension de temps. Donc généralement on note en disant que c'est 1 plus 1 dimension. Bon c'est deux dimensions, mais il y en a une qui est pas de l'espace, quoi. Voilà, nombre hyperbolique. Donc ça c'est... Alors, si on voulait être cohérent, il faudrait dire que c'est les nombres circulaires. Moi j'aime bien dire que c'est les nombres circulaires, puisque en fait ils sont pas mystérieux, c'est ceux qui correspondent à la géométrie de la feuille de papier, quoi. Donc là c'est deux dimensions d'espace. Voilà, ce qui serait bien, c'est voilà, de dire tous les nombres, toutes les sortes de nombres à deux dimensions, ça serait des nombres complexes. Et parmi les nombres complexes, on distingue selon la géométrie, soit c'est des nombres circulaires, soit c'est des nombres hyperboliques. Là, moi j'aimerais bien, là ça serait cohérent de parler comme ça, mais mathématiquement, les nombres complexes, c'est ça. Hein, quand vous dites nombre complexe, tout le monde pense à I, nombre complexe. Mais en fait, on a découvert peut-être trop tard qu'il y en avait d'autres sortes. Donc si on fait le bilan, on a donc la géométrie circulaire, le nombre I dont il faut utiliser la formule I carré égale moins 1. On a la géométrie hyperbolique, qu'on appelle J pour pas se mélanger, dont le carré ferait plus 1. Voilà. Et on peut même inventer une autre géométrie
qui auraient des droits comme ça, et on appelle ces nombres-là, et qu'est-ce qui reste? On a déjà moins 1 plus 1, il reste 0. Donc on peut encore inventer un troisième système de nombres, en imposant que ce nombre multiplié par lui-même égale 0. Hein, donc on a 3 sortes de nombres, et c'est parce qu'il y a 3 sortes de géométrie, donc c'est normal en fait. Donc je peux vous faire un petit calcul, par exemple 1 plus epsilon fois 1 plus 2 epsilon. Bah, on fait nos flèches, donc 1 fois 1 plus 2 epsilon, ça fait 1 plus 2 epsilon, plus epsilon fois 1, bah epsilon, plus epsilon fois 2 epsilon, et ben ça fait epsilon fois 2 epsilon. Je change l'ordre, ça veut dire epsilon fois 2 fois epsilon. Je mets le 2 devant, epsilon fois epsilon. Et là, j'utilise ma petite formule. Mais epsilon fois epsilon, ça fait 0. Donc en fait, ce nombre-là, 2 fois 0, ça disparaît, quoi. Donc vous voyez que simplement, avec cette simple information, je peux faire n'importe quel calcul dans ce système de nombres que je ne connaissais pas, a priori, quoi. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1, et les epsilon, il y en a combien? Il y en a 2 ici et 1 là, donc il y en a 3. Et donc je me retrouve bien avec un nombre à 2 dimensions. Donc j'ai trouvé la réponse. Ça, alors simplement en sachant que epsilon carré est 0, j'arrive à faire des multiplications. Hein, donc ça fait 1 plus 3 epsilon. Donc ça, ces nombres-là, ils s'appellent dual number, je crois. Dual nombre duo. En français, je sais pas. En anglais, c'est dual numbers. Et epsilon, peut-être ça vous fait penser à quelque chose de tout petit, un infinitésimal. Infinitésimal. Et en fait, ça ressemble à, si vous avez déjà étudié 3 plus epsilon, en fait, epsilon, c'est censé représenter un nombre tellement petit que dès qu'on le met au carré, ça fait 0, quoi. Donc en fait, c'est pas une coïncidence, c'est exactement des nombres qui permettent de faire des calculs de dérivés ou des nombres utilisant la notation infinitésimale. Hein, parce que justement, ils sont définis comme epsilon carré égale 0, c'est-à-dire qu'on peut calculer des dérivés automatiquement grâce à ces nombres-là. Bon, bah voilà, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire. Hein, donc voilà, en 2 dimensions, on a 3 sortes de géométrie. Circulaire, hyperbolique, donc là c'est l'espace, là c'est le temps, et cette géométrie là c'est l'infiniment petit, on va dire, je sais pas comment, il n'y a pas de mots, mais c'est une géométrie, en fait ce qui se passe c'est que, voilà, si je bouge un tout petit peu, si je fais que des tout petits mouvements, en fait, on a l'impression que c'est une droite. Par exemple, si je le fais, voilà, si je suis là et que je fais que des minuscules petits mouvements, en fait, on a l'impression que c'est une droite là. Et dans l'hyperbole, pareil. Hein. Si je me contente que de faire des petits mouvements, ici ou ici, on peut avoir l'impression que c'est, en fait, je me déplace sur une droite. Et donc la géométrie epsilon, c'est une version un peu appauvrie de les deux vraies géométries, c'est celle de l'espace et le temps.
Et si on fait que des tout petits mouvements, peu importe dans cette géométrie-là, on va avoir l'impression qu'on est dans une géométrie de type droite. Hein, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est trompé pendant des centaines d'années, avant que Einstein arrive. C'est-à-dire qu'on croyait que la géométrie du temps, c'était celle-là. Puisqu'en fait, nos vitesses sur Terre, elles sont minuscules. Donc l'hyperbole, on la voit jamais, en fait. Si nos changements de vitesse sur Terre sont tellement minuscules par rapport à la vitesse de la lumière, qu'on a toujours cru que la géométrie, c'était la géométrie de la droite. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que non, en fait, c'est une hyperbole. Mais pour ça, pour la voir, il faut soit avoir des horloges très précises, soit être capable d'analyser des vitesses très très proches de la lumière. Voilà. Alors il y a d'autres interprétations de ces nombres-là qu'on pourra faire dans une autre vidéo. C'est on peut J parce que forcément là on a plus la géométrie du quotidien qui peut nous aider à comprendre, mais on peut dire que c'est un peu comme si on mettait le symbole plus ou moins. C'est comme si on faisait deux calculs en parallèle. Et donc si je fais par exemple plus ou moins 2 au carré, ben soit c'est plus, donc c'est 2 fois 2, je fais deux calculs en parallèle, soit c'est moins, et donc c'est moins 2 fois moins 2, et ben qu'est-ce qui se passe? Ben peu importe, en fait, plus que ce soit plus ou soit moins, hein, on a vu qu'un nombre au carré, un nombre traditionnel au carré, c'est toujours positif, hein, donc ça fait 4. Donc c'est comme si quand on quand on fait des calculs en parallèle, comme si on faisait deux lignes de calcul en même temps, quand on met au carré, ça fait sauter le signe. Donc c'est comme si voilà, on disait ben, plus ou moins, c'est un espèce de signe bizarre, quand on met au carré, voilà, ça fait plus 1, quoi. Ah bah c'est J en fait. C'est J. C'est la même chose. Bon, je ferai une vidéo à part sur les nombres hyperboliques, mais bon là déjà je voulais vous montrer que vraiment les nombres, c'est de la géométrie qu'on a numérisée, quoi. Et il y a autant de sortes de nombres que de géométrie qu'on peut concevoir mathématiquement. Après voilà, c'est pas évident de comprendre des géométries auxquelles on n'est pas habitué. Voilà, allez, à bientôt.